Bonjour, je suis Jean-Philippe Poli, je suis chercheur au CEA List, qui est membre de l'Institut Carnot, Université Paris-Saclay. Je vais vous présenter un outil aujourd'hui qui s'appelle RCP Assistant, qui est basé sur une intelligence artificielle qu'on développe. Donc j'ai quand même plutôt parlé de santé et d'IA aujourd'hui. Donc évidemment, je pense que tout le monde est conscient que dans tout ce qui est le domaine de la santé, l'IA est en pleine expansion et il suffit de regarder la presse pour voir les différentes unes et vérifier que ce que je dis est vrai. On voit aussi que, et c'est un fait assez marrant, au début de l'année, Figaro titrait que l'intelligence artificielle bute sur la médecine, mais plutôt en fin d'année, les Échos titrent que l'intelligence artificielle révolutionne la santé, donc ce qui est assez opposé en un an. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de communication là-dessus, mais aussi beaucoup de travaux de recherche là-dessus aussi. Alors en fait, effectivement, la santé a toujours été un domaine d'application privilégié de l'intelligence artificielle depuis les débuts, puisque les premiers systèmes experts capables de faire des diagnostics datent du début des années 70. Effectivement, je cite quelques applications particulières, comme tout ce qui est diagnostic et préconisation de plans de traitement, médecine personnalisée qui est très en vogue, ou la médecine prédictive qui devrait permettre de voir si une maladie va apparaître chez un patient, ou en tous les cas comment elle va évoluer. On a aussi tout ce qui est chirurgie assistée avec un lien avec le domaine de la robotique, tout ce qui est prévention bien sûr médicale, où on pourrait avoir des chatbots qui communiqueraient avec des patients pour savoir si tout va bien, etc. Et enfin tout ce qui est maintien à domicile pour des personnes âgées ou simplement en post-opératoire. Alors, on va s'intéresser à tout ce qui est plutôt aide à la décision et intelligence artificielle. Et en fait, il y a deux grands courants en IA qui sont appliqués à la médecine. On a finalement des approches qui sont basées sur les données et des approches qui sont basées sur les connaissances. Donc, je vais décrire chacune d'elles. Les approches basées sur les données ont un avantage d'être rapidement en fait mises en place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a collecté les données, il suffit d'entraîner des modèles pour qu'ils puissent faire de la bonne classification, de la bonne prédiction, et on a des performances quand même assez élevées. On pense par exemple aux travaux qui ont été menés sur le mélanome dernièrement, où on a 97% de mélanomes qui ont été correctement classifiés et correctement reconnus, ce qui est plus que des dermatologues, et tout ça à partir de 50 000 images à peu près. L'inconvénient, c'est qu'il faut des données propres pour ça, des données nombreuses également, et que une fois que la classification est faite, on ne sait pas trop pourquoi elle a été faite, et donc on a un problème d'interprétabilité des modèles et de justification de la décision. Alors je reviens sur les données nombreuses et propres. En fait, il y a un autre problème, c'est qu'il faut qu'elles soient représentatives de ce qu'on veut chercher et de ce qu'on veut apprendre. Sinon, on introduit des biais, et le biais est vraiment très grave en intelligence artificielle. Et pareil, si on prend la presse, on voit quelques cas où on a eu des biais, et donc on se retrouve avec des intelligences artificielles racistes ou misogynes, comme la dernière d'Amazon qui ne recrute que des hommes parce que finalement chez Amazon il doit y avoir beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc l'employé idéal pour l'intelligence artificielle qui a appris sur cette banque de données là, c'est un homme et pas une femme. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et donc c'est un gros biais et un gros désavantage des méthodes basées sur des grandes masses de données, parce que qui dit grande masse de données dit qu'il faut les vérifier, et du coup c'est assez difficile. À l'opposé, on a donc les approches basées sur les connaissances, et donc là on va se retrouver avec vraiment des qualités comme la transparence des modèles, la possibilité d'expliquer les décisions, et du coup d'utiliser peu ou pas de données du tout. Mais en revanche, la mise en place elle est longue, il faut modéliser ces connaissances-là, c'est souvent sous des formes logiques, et donc c'est pas tout le monde qui peut le faire, donc forcément par rapport aux approches basées sur les données, c'est un petit peu plus long. Alors on a inventé une intelligence artificielle qui est basée sur ce qu'on appelle des systèmes experts, donc des techniques assez connues, sauf qu'on les fait bénéficier de tout ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, de tout ce qui a évolué depuis les premiers systèmes experts. Ça s'appelle Expressif, on a vraiment les éléments clés des systèmes experts en général, on a une base de connaissances, on a un moteur d'inférence, on reçoit des données en entrée, donc des observations, et les connaissances sont appliquées sur ces observations pour faire des diagnostics, prendre des décisions en temps réel ou vraiment de manière statique. La technologie est brevetée, il y a 4 brevets qui ont été déposés depuis 2015, on a 8 publications par an en moyenne, donc on a une reconnaissance aussi des communautés intelligence artificielle dans tout ce qui est académique, et en termes d'utilisation du système, on arrive à générer et satisfaire 550 000 règles par seconde. Savoir diagnostiquer un cancer de la vessie, c'est moins d'une centaine de règles, donc si on a 550 000 règles par seconde, on pourrait vraiment diagnostiquer beaucoup de maladies ou beaucoup de patients en même temps.
Alors, cette intelligence artificielle, on l'a appliquée dans le cadre de ce qu'on appelle RCP Assistant. Donc, les RCP sont des réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont obligatoires depuis 2006 et qui ont été introduites par l'HAS et l'INCa. Il y a deux objectifs dans les RCP, c'est donner un avis thérapeutique pluridisciplinaire, d'accord, lorsqu'on a des nouveaux patients atteints de cancer, mais on veut aussi pouvoir évaluer ces différentes RCP pour pouvoir juger de la qualité du soin qui est apporté à ce patient-là et surtout voir s'il répond bien au protocole. Donc tout ce travail-là est fait en partenariat avec le professeur Cusno de la PHP et de l'hôpital Ténon. RCP Assistant va donc prendre plusieurs informations en entrée, donc toutes les informations générales sur le patient, son poids, son âge, etc. pour pouvoir suivre l'évolution. On a toutes les informations urologiques qui sont nécessaires parce qu'on est plutôt basé sur les cancers uraux pour l'instant. On a aussi des informations qui sont en rapport direct avec le cancer concerné et on peut aussi bénéficier d'examens biologiques poussés comme des puces uro ou des choses comme ça. Et à partir de ça, on est capable de calculer donc, les scores qui sont classiquement utilisés, mais d'aller un petit peu plus loin grâce à Expressif, à savoir estimer la gravité du cancer, proposer un traitement, proposer aussi une surveillance et la fréquence de la surveillance pour les patients. On est capable aussi ensuite de faire, et ça c'est moins de l'intelligence artificielle, mais du suivi de patients en générant des rapports automatiques sur l'évolution de son poids, etc., en faisant des statistiques, des études de cohorte. On est également capable de tracer les différentes décisions qui ont été prises durant les différentes RCP et aussi d'argumenter à chaque fois les décisions qui ont été prises. Et enfin, on est aussi capable de générer automatiquement les résultats des nomogrammes usuels qui sont utilisés en oncologie. Donc encore une fois, pour l'instant, on a décliné ça sur les cancers de la prostate, de la vessie et du rein, mais on pourrait tout à fait avoir la même démarche et le même système pour d'autres cancers. Alors la plus grosse partie, c'est de modéliser les connaissances. D'accord, on n'est pas sur de l'apprentissage, donc on va interroger donc typiquement ici le professeur Cusno qui va nous dire comment il raisonne et comment il faut juger de la gravité d'un cancer, etc. On obtient donc des arbres de décision qui sont plus ou moins grands, qui sont plus ou moins combinés les uns avec les autres. Donc on vous donne un exemple ici, donc on voit que c'est quand même des décisions qui sont assez complexes et sur plusieurs critères. Ensuite, on en fait une interface graphique de manière à ce que les médecins pendant RCP puissent saisir rapidement les informations. Donc là, c'est une interface ou tablette tactile de manière à ce que ce soit quand même plus moderne et plus portable. Et donc, on saisit comme ça toutes les informations de la RCP et on génère ensuite, bien sûr, les différentes recommandations. Donc, encore une fois, la proposition de traitement, d'accord, qui peut être corrigée par le médecin, bien sûr, c'est vraiment pas l'intelligence artificielle qui va donner la décision finale, mais en tous les cas, c'est une suggestion. On a une proposition de surveillance également pour savoir combien de fois il faut revoir le patient. Et ensuite, on a les nomogrammes pour savoir la probabilité de récurrence à 1 an, 2 ans, etc. Et pareil sur la probabilité de progression. Donc d'autres scores et nomogrammes sont utilisés comme les scores de Charleston, les questionnaires Adam ou IPSS pour pouvoir avoir un dossier patient RCP plus complet que ce qu'il n'est habituellement. Alors on veut aller plus loin avec l'intelligence artificielle bien sûr que ce qu'on a déjà fait, donc on a vu qu'on avait évolué, notre IA Expressif a évolué, on est parti d'un moteur d'inférence qu'on a totalement réimplémenté et qui bénéficie de toutes les nouveautés. Les connaissances, on a besoin d'avoir des mots clairs et utilisables pour caractériser ces connaissances-là, c'est ce qu'on appelle l'expressivité de nos systèmes et on a beaucoup travaillé dessus. On travaille sur de l'apprentissage également maintenant, mais avec moins de données que ce qu'il en faut pour du deep learning, etc. Et surtout, on génère aujourd'hui des explications en langage naturel, en anglais pour l'instant, mais on le fera bientôt en français, qui permettent de voir si l'intelligence artificielle ne s'est pas trompée et si elle a pris la bonne décision et pouvoir corriger, bien sûr, après, si c'est nécessaire. Un exemple par exemple de classification, donc on essaye d'apprendre à notre intelligence artificielle à reconnaître les différents organes à partir d'une IRM et d'une segmentation qui est faite par typiquement d'autres méthodes de statistiques. Et on voit qu'elle est capable de repérer donc le foie et de dire que c'est le foie parce qu'il est au-dessus d'un muscle psoas, d'accord, qui est en violet sur la photo, et que c'est aussi au-dessus de la vessie. Donc simplement en modélisant, donc là je parlais d'expressivité, là on a modélisé les relations spatiales entre les différents organes, on lui a montré 7 exemples d'images qui avaient été annotées par un médecin. À ce moment-là, il est capable d'apprendre, et quand on lui montre d'autres images, il reconnaît 92,5% des autres organes, d'accord, sur les autres images. Et tout ça en 7 images, donc c'est beaucoup moins que les 50 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc on est parti à contre-courant de ce qui se faisait aujourd'hui, on part sur une approche basée sur les connaissances. Les connaissances, soit on peut les acquérir par interview, soit par apprentissage, soit par extraction depuis du texte.
Les approches courantes sont plutôt basées sur les données, mais je vous ai expliqué des biais, donc d'où les réticences qu'on peut avoir également là-dessus. Et en fait, notre intelligence artificielle va bénéficier de tout ce qu'il y a de nouveau dans les différents domaines d'informatique et d'intelligence artificielle pour qu'elle puisse apprendre, pour qu'elle puisse raisonner sur les différentes données, les différents patients, et pour qu'elle explique ses décisions de manière vraiment compréhensible par l'humain. Autre chose qu'elle est capable de faire, c'est de raisonner sur des connaissances vagues et des données imprécises, ce qui est plutôt utile quand on a des examens médicaux, etc. En revanche, on voit que les connaissances incertaines, c'est très difficile en médecine, puisque tout est géré par des seuils stricts, etc. Et donc du coup, on a vraiment une progression à faire là-dessus, de manière à pouvoir appliquer l'IA à la médecine personnalisée. Voilà.